Il était un sculpteur dont les mains insufflaient une âme à la pierre. Elle, une influenceuse qui voyait le monde à travers un écran et qui aimait le pouvoir que ses mains lui donnaient. Il utilisa ces mêmes mains pour l'arracher d'un incendie et les perdit à tout jamais. En échange de son sacrifice, elle l'effaça de sa vie, comme une photo imparfaite. Mais l'art a de la mémoire. Et voici l'histoire de la façon dont la vérité, sculptée dans le silence de la douleur, est devenue une vengeance que le monde entier regarderait en direct. L'air de la galerie d'art était une lame de rasoir, faite de fumée et de cendres, tranchant les poumons à chaque inspiration désespérée. L'alarme était une sirène affolée, un son continu de panique. Léo avançait à travers le chaos, la chaleur déformant l'air devant lui, son cri un filet de voix rauque qui peinait à couvrir le rugissement du feu. Chloé. Puis, il la vit, coincée. Une poutre métallique de la structure du plafond, tordue et rougeoyante d'un orange incandescent, clouait son corps contre le mur. Sa robe de luxe était roussie, son visage couvert de suie, ses yeux écarquillés de pure terreur. Il n'y eut pas une seconde d'hésitation. L'instinct pur, un amour désespéré prit le dessus. Il se jeta sur la poutre, sentant le métal brûlant dévorer ses mains avec une férocité inimaginable, le son de sa propre peau grésillant. La douleur était un univers d'agonie explosant dans son esprit. Avec un dernier hurlement venu du plus profond de son âme, il déplaça le métal. Elle était libre, et c'est alors que ses forces l'abandonnèrent et que le monde blanc et assourdissant de la douleur l'engloutit complètement. Pour comprendre l'homme qui s'était jeté dans les flammes, il fallait connaître l'artiste qui vivait dans la poussière. Avant la fumée et la douleur, le monde de Léo Dubois était un sanctuaire de silence, seulement brisé par le rythme constant de son marteau contre le ciseau. Son atelier, un vieil entrepôt au fond d'une ruelle oubliée, était son univers. La lumière du soleil entrait par une haute verrière, dessinant des faisceaux dorés dans l'air lourd de poussière de marbre, révélant un balai de particules flottantes. Là, parmi des blocs de pierre brute, attendant un dessin et des sculptures inachevées qui semblaient lutter pour se libérer de la matière, Léo se sentait complet. Fils d'un menuisier qui lui avait appris la valeur du travail manuel, il voyait une histoire dans chaque roche. Ses mains épaisses et calleuses n'étaient pas de simples outils. Elles étaient les traductrices de son âme, capables de trouver la douceur et le mouvement dans le matériau le plus dur et le plus inflexible. C'était un homme de peu de mots, car son véritable langage était la texture, la forme, le poids. Puis, Chloé Fournier entra dans sa vie. Elle était l'opposé de son monde, un tourbillon de lumière, de notifications et de sourires parfaitement répétés pour l'appareil photo d'un téléphone. Une influenceuse numérique qui mesurait la vie en engagement et la beauté en filtre. Au début, l'attraction fut magnétique. Elle voyait en lui un contenu fascinant. L'artiste rustique, la figure authentique qui donnerait de la profondeur à son fil d'actualité. Lui, à son tour, fut aveuglé par son énergie vibrante, croyant que leurs univers pourraient fusionner. Mais la fissure apparut bientôt. Elle envahissait son silence sacré avec des directs, lui demandant de sourire à la caméra alors qu'il tentait une coupe délicate. « Chérie, regarde par ici, la lumière est parfaite », disait-elle, transformant son processus intime en spectacle. Il cédait, arrêtait ce qu'il faisait, forçait un sourire. Il voyait cela comme de petits sacrifices, des gestes d'amour. Il ne réalisait pas que, pour elle, son atelier n'était pas un temple, mais un décor. Son art n'était pas son âme, mais un accessoire. Et lui, l'artiste, n'était que le personnage principal d'une histoire, qui n'était pas la sienne. Et il supportait tout cela en silence pour une raison. Parce que pendant que Chloé le mettait en scène comme personnage dans son récit numérique, Léo leur construisait un avenir dans un lieu dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, son imagination. Le désir le plus profond de Léo n'avait rien à voir avec la reconnaissance critique ou la valeur marchande de ses œuvres. Le rêve qui le portait, la force qui guidait ses mains fatiguées à la fin de chaque journée, était de sculpter un foyer. Pas seulement une maison, mais un refuge, une œuvre d'art habitable qui serait le témoignage physique et indéniable de son amour. Pour lui,
Ce serait son chef-d'œuvre ultime. Dans son atelier, à l'intérieur d'un épais tube de chêne ayant appartenu à son père, il gardait les plans. Ce n'étaient pas des dessins techniques et froids, mais des rouleaux de papier calque jauni, remplis de croquis au fusain, d'annotations et de rêves. Il passait des heures, la nuit, penché sur eux, concevant chaque détail avec la même dévotion qu'il accordait à une sculpture. La maison serait divisée en deux ailes, deux âmes reliées par un cœur battant. D'un côté, son sanctuaire, un atelier avec une hauteur sous plafond monumentale et des fenêtres industrielles du sol au plafond orientées au nord, garantissant la lumière douce et constante qu'il chérissait tant. Le sol serait en béton ciré, éternellement couvert par la poussière de son travail, et les murs en briques apparentes, brutes, honnêtes. Un espace de force, de silence et de création brute. De l'autre côté, son monde à elle. Un studio d'un blanc impeccable, au design minimaliste, avec une isolation acoustique et un système d'éclairage intelligent capable de reproduire n'importe quelle heure du jour d'une simple pression sur un bouton. Ce serait un laboratoire numérique, un espace aseptisé et parfait, conçu pour la création d'images immaculées, sans l'interférence de la poussière ou du chaos du monde réel. Et pour relier les deux, un vaste salon. Un mur entier serait en verre, donnant sur un jardin sauvage, où les sculptures de Léo reposeraient parmi les arbres et les fleurs. Au centre de la pièce, une cheminée en pierre qu'il taillerait lui-même, le feu comme symbole de la passion qui unissait leurs deux univers. Ce serait là, dans cet espace de rencontre, que l'art durable et le contenu éphémère se donneraient la main, prouvant au monde qu'ils pouvaient coexister. Ce rêve n'était pas qu'un dessin. Il avait un commencement. Gardé dans une boîte en velours, loin des yeux de Chloé, se trouvait la première pierre. Une petite plaque de marbre bleu des Pyrénées, une pierre rare et absurdement chère qu'il avait achetée avec l'argent de la vente de sa première grande pièce, des années auparavant. Elle était lisse, froide au toucher, et ses veines bleues semblaient une carte de rivière céleste. Chaque soir, avant de dormir, Léo la tenait, sentant son poids, l'imaginant posé dans les fondations de cette maison, le cœur d'où tout grandirait. Chaque sacrifice qu'il faisait était pour cela. Chaque sourire forcé pour un selfie, chaque dîner coûteux qui vidait son compte en banque, chaque fois qu'il ravalait sa fierté quand elle critiquait son travail, tout était une brique invisible ajoutée à la structure de ce rêve. Il s'imaginait lui montrer les plans, non pas un jour ordinaire, mais dans un moment de pure émotion. Il imaginait les larmes dans ses yeux, non pas les larmes de l'influenceuse, mais celles de Chloé, lorsqu'elle comprendrait enfin l'ampleur de son amour, la profondeur de sa dévotion. Il croyait que face à cette preuve d'amour, sculptée dans des plans et des rêves, elle verrait enfin au-delà de la surface. Il ne se doutait pas qu'il concevait un palais pour une reine qui ne se souciait que de l'apparence des portes et qui n'avait jamais eu l'intention d'y vivre. Mais le gouffre entre le futur que Léo dessinait en secret et la réalité qu'il vivait avec Chloé se creusait de jour en jour, une faille géologique prête à tout engloutir. Ses critiques, autrefois voilées, étaient maintenant frontales, armées de la logique froide du marché. Un après-midi, elle entra dans l'atelier, non pas avec sa caméra, mais avec une tablette à la main, faisant défiler des images de sculptures populaires sur des sites de décoration. C'étaient des pièces polies, abstraites et inoffensives, faites pour s'accorder avec le canapé. « Regarde ça, Léo !» dit-elle, sur le ton de quelqu'un qui présente une solution évidente. « C'est épuré, c'est joli, ça se vend facilement. Les gens veulent décorer leur maison, pas avoir une crise existentielle dans leur salon. Pense à ça comme un business. Notre business. » Chaque mot frappa Léo comme un coup physique. Il regarda les figures anonymes et sans âme sur l'écran, puis sa propre création en cours, une figure de marbre tordu, dans une expression de lutte et de désir. C'était sa vérité, là, exposée. « Chloé, l'art pour moi, c'est ce qui reste, quand la vérité est dite. Ce n'est pas un objet, tenta-t-il d'expliquer, la voix basse. Elle soupira, un son chargé d'impatience. La vérité ne paie pas les factures, chérie. La vérité ne nous sort pas de cet endroit. Tu ne penses pas à notre avenir ? Elle utilisait le mot « notre »
comme une arme, visant précisément le rêve qu'il nourrissait, sans savoir que la cible était son propre cœur. La pression atteignit son paroxysme à l'approche du vernissage de la galerie. Pour Chloé, cet événement ne concernait pas l'art, mais la pertinence. C'était la chance de s'imposer comme une curatrice de bon goût, d'élever son statut d'influenceuse à celui de figure de pouvoir sur la scène culturelle. Et la pièce maîtresse de Léo était l'encre de toute sa stratégie. Elle se mit à lui rendre visite quotidiennement, le regard évaluateur parcourant la sculpture, la bouche prête à décocher des suggestions. « C'est trop sombre, tu ne trouves pas? Les lignes sont trop agressives. Les gens aiment les choses qui apportent la paix. Il faut que ce soit quelque chose qu'ils aient envie de photographier, tu comprends? Quelque chose qui passe bien en story. » Il se sentait comme un artisan engagé, un exécutant d'ordre. La joie primordiale de créer, le dialogue silencieux entre lui et la pierre avait été remplacé par une anxiété suffocante. Le marbre semblait résister à son toucher, le ciseau paraissait lourd dans sa main. Il se trahissait à chaque coup de marteau et le son résonnait dans sa poitrine comme une sentence. La veille du vernissage, la dispute finale éclata. La sculpture était terminée. C'était une œuvre puissante, indéniablement honnête, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Chloé se tenait devant la pièce, les bras croisés, le masque de son sourire professionnel complètement effacé. « Et ça ?» dit-elle, la voix glaciale. « Après tout ce que j'ai fait, après avoir obtenu cette opportunité pour nous, tu me livres. Ça, cette chose souffrante, ça ne va inspirer personne à acheter quoi que ce soit, Léo. Ça va faire fuir les sponsors. » La douleur brisa enfin la digue de patience de Léo. « Mais c'est moi, Chloé, c'est la vérité, c'est la seule chose que je sache faire. Quand vas-tu voir ce qui est devant toi ?» cria-t-il, le son résonnant dans l'entrepôt vide. Elle recula d'un pas, le visage durci, et prononça la sentence finale. « Alors, toi, tu as intérêt à avoir un succès retentissant demain, parce que j'ai misé mon nom, mes contacts et mon avenir sur cette soirée. N'espère pas que je continue à miser sur quelqu'un qui n'est pas prêt à risquer la même chose pour moi. » L'air devint lourd, immobile. Elle se retourna et sortit, le laissant seul avec sa création, qui ressemblait maintenant à un monument à sa propre solitude. C'était là le véritable incendie, la première flamme, celle qui consuma tout à l'intérieur, bien avant que le vrai feu n'arrive. Le premier son fut un bip, rythmé, impersonnel. La première odeur, un antiseptique agressif qui piquait le nez. Quand Léo ouvrit les yeux, la première vision fut un plafond blanc, lisse, infini. La douleur vint ensuite, une vague lente et lancinante qui montait le long de ses bras. Il était à l'hôpital. Le souvenir du feu, de son cri, du métal incandescent, revint par flash violent, mais cela ressemblait à un film regardé par quelqu'un d'autre. La réalité était là, dans cette chambre stérile. Il essaya de bouger, de s'asseoir, et c'est alors que la panique le frappa avec la force d'un train. Ses mains ne répondirent pas. Là où auraient dû se trouver ses doigts, ses callosités, les outils de son existence, il n'y avait que 2 masses informes de gaz et de bandages blancs, immaculés, reposant inertes sur le drap. C'étaient des objets étrangers, des protubérances qui ne lui appartenaient pas. Un cri muet se forma dans sa gorge. Il ne sentait pas ses doigts, ne sentait pas sa peau, ne sentait rien d'autre que cette douleur sourde et la certitude terrifiante qu'une partie fondamentale de lui avait été amputée pour toujours. Chloé apparut des heures plus tard. Elle n'entra pas en courant, ne pleura pas. Elle entra d'un pas mesuré, vêtue d'un pantalon en lin blanc et d'une blouse en soie, les cheveux en un chignon parfait. Le maquillage impeccable. On aurait dit qu'elle sortait d'une réunion d'affaires, pas des soins intensifs. « Léo, chérie !» murmura-t-elle en s'arrêtant à une distance de sécurité du lit. « Tu m'as fait peur. » La phrase flotta dans l'air, égocentrique, absurde. Il la regarda, la confusion et la douleur dans ses yeux, cherchant en elle un havre de paix, une réponse. « Mes mains » parvint-il à dire, la voix rauque et faible. Elle grimaça. Un spasme rapide d'inconfort. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu. Tu as été très courageux, tout le monde le dit. Tout le monde qui, pensa-t-il. Elle ne le toucha pas. Elle se contenta de marcher jusqu'à la fenêtre, regardant la ville au dehors. C'était si rapide, un tel traumatisme,
Il me faut du temps pour digérer, tu sais, c'était horrible. Elle parlait d'elle, de son traumatisme, de sa peur. Il l'observait, et pour la première fois, il la voyait avec une clarté effrayante. Elle n'était pas là avec lui. Elle jouait juste un rôle, s'acquittant d'une obligation désagréable avant de retourner à sa vie. Après 10 minutes de phrases creuses, elle partit, laissant derrière elle son parfum de luxe et un silence encore plus profond. Ce fut une infirmière qui, avec les meilleures intentions du monde, lui apporta son téléphone le lendemain. « Pour vous distraire un peu », dit-elle avec un sourire. Avec une immense difficulté, en utilisant les articulations de sa main la moins bandée, Léo réussit à déverrouiller l'appareil. Son pouce fantôme brûlait de faire défiler l'écran. Le premier endroit où il alla, par pur instinct, fut sa page. Il avait besoin de la voir, de sentir une connexion, et c'est là que la véritable humiliation commença. En haut du fil d'actualité, il y avait une nouvelle publication. C'était une photo professionnelle d'elle, assise dans un café, le regard pensif, une unique larme artistique coulant sur son visage parfaitement maquillé. Et la légende était un chef-d'œuvre de cruauté. « Mes chers amis », commençait-elle, « comme vous le savez, les derniers jours ont été un brouillard de fumée et de peur. J'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Un véritable baptême du feu qui m'a forcé à tout réévaluer. Parfois, l'univers nous envoie des signes radicaux pour nous rappeler ce qui compte vraiment, notre propre force, notre capacité à renaître de nos cendres. Les cicatrices que je porte maintenant ne sont pas sur ma peau, mais dans mon âme. Et elles m'ont appris l'impermanence de toute chose. Je suis reconnaissante d'être ici, de pouvoir respirer, d'avoir une seconde chance. Je veux remercier chacun d'entre vous pour les milliers de messages de soutien et d'amour. Vous êtes mon roc. Ce chemin de guérison sera long et solitaire, et j'ai décidé que je devais le parcourir en me concentrant sur moi-même, sur ma récupération émotionnelle et mon bien-être. Il est temps d'être forte pour moi. Merci de votre compréhension. Avec amour et résilience, Chloé. Léo lut 1, 2, 3 fois. L'air n'entrait pas dans ses poumons. Il fit défiler les commentaires. Il y en avait des milliers. « Tu es une guerrière, Chloé. Courage, ma belle. Ta résilience nous inspire toutes. On est avec toi. Une vraie phénix. » Il n'y avait pas une seule mention de lui. Son nom n'existait pas. Son sacrifice n'existait pas. Dans le récit qu'elle avait vendu au monde, il avait été complètement effacé. Il n'était pas le héros de son histoire. Il n'était même pas un personnage secondaire. Il était moins qu'un figurant. Il était les décombres laissés par l'incendie, une partie gênante de l'histoire balayée sous le tapis pour ne pas salir la belle image de la survivante. La douleur dans ses bras disparut, remplacée par un vide glacial qui le consuma entièrement. C'était donc ça, l'anéantissement. Il n'avait pas seulement perdu ses mains, il avait perdu sa place dans le monde, son existence dans la mémoire de la seule personne pour qui il avait tout sacrifié. À cet instant, dans la chambre blanche et stérile, Léo se sentit comme un fantôme. Et le coup de grâce vint lorsque la même infirmière entra en souriant. « J'ai vu le poste de votre fiancé. Quelle femme forte et inspirante, n'est-ce pas? Vous êtes un bel exemple de courage tous les deux. » La phrase, prononcée avec une admiration sincère, fut le dernier clou dans le cercueil de sa dignité. Il ferma simplement les yeux, et le monde blanc de la chambre devint un puits infini d'obscurité. L'obscurité qui engloutit Léo dans cette chambre d'hôpital ne dura pas un instant. Elle devint sa nouvelle adresse, une demeure permanente construite de silence et d'indifférence. Les jours qui suivirent furent une longue et monotone plaine de néant. Les infirmières entraient et sortaient, avec leur voix artificiellement joyeuse, changeant ses pansements, prenant sa tension, parlant du temps qu'il faisait dehors. Il enregistrait à peine leur présence. La nourriture arrivait sur des plateaux en plastique, toujours odorante et chaude, et refroidissait, intacte, à côté de son lit. Il se nourrissait du strict minimum pour ne pas mourir. Mais sa faim était d'une autre nature, une faim que rien là ne pouvait assouvir. Il cessa de parler, répondant au monde par monosyllabes, ou plus souvent par un vague hochement de tête.
La communication était devenue un effort trop grand. Que pouvait-il y avoir à dire? Comment mettre en mots le sentiment d'être un fantôme dans sa propre vie? La pire torture, cependant, venait de l'intérieur, d'un endroit que les médecins ne pouvaient atteindre. C'étaient les douleurs fantômes. Il sentait avec une clarté affolante une démangeaison sur un doigt qui n'était plus là. Il sentait le poids familier d'un ciseau dans une paume qui n'était plus qu'un amas de tissu cicatriciel sous des bandages. La nuit, il rêvait qu'il sculptait et se réveillait avec les muscles des bras contractés, ses mains fantômes serrées de frustration, essayant de saisir des outils qu'il ne tiendrait plus jamais. C'était son propre corps qui le trahissait, lui rappelant à chaque seconde non seulement ce qu'il avait perdu, mais qui il avait été. Un artiste, un créateur, un homme défini par ses mains. Et maintenant, il n'était que l'enveloppe, la coquille vide. Quand il fut enfin autorisé à sortir, le retour à la maison fut la véritable sentence. L'atelier, son ancien sanctuaire, l'accueillit avec une hostilité silencieuse. L'odeur de poussière de marbre et d'argile, qui autrefois l'apaisait, l'étouffait à présent, un parfum d'une vie passée. Ses outils étaient exactement là où il les avait laissés, organisés sur des panneaux muraux, propres, aiguisés, prêts. Il le dévisageait, se moquant de son inutilité. Au centre de l'entrepôt, la sculpture qu'il terminait avant l'incendie, couverte d'un drap, ressemblait à un corps à la morgue. Il n'eut pas le courage de tirer le tissu. Il se dirigea vers son établi, le cœur battant à tout rompre. Avec un effort tremblant, il essaya de prendre un simple morceau de fusain. Ses nouveaux membres, maladroits et insensibles sous les bandages, ne purent le saisir. Le fusain roula et tomba par terre, se brisant en deux. Le son minuscule résonna dans le silence comme un coup de feu. C'était la confirmation. Il était un exilé dans son propre royaume. Et c'est là, dans ce purgatoire d'impuissance, qu'il trouva sa nouvelle occupation, sa nouvelle forme de torture. Assis dans la pénombre de l'atelier, il passait ses jours et ses nuits avec le téléphone à la main, la lueur bleue de l'écran son seul soleil. Il devint un spectateur obsédé de la vie de Chloé. Il la regardait s'épanouir sur ses cendres. Il vit les photos de son voyage de guérison, dans une retraite de yoga à Bali, le sourire serein, les légendes sur le pardon et les nouveaux départs. Il lut l'interview exclusive qu'elle accorda à un magazine People, où elle parlait en détail du traumatisme de l'incendie et de la façon dont l'expérience avait fait d'elle une femme plus forte et plus concentrée. Il regarda ses vidéos lors d'événements caritatifs, la voix brisée en parlant de l'importance de se relever après une tragédie. Chaque publication, chaque story, chaque sourire était une pelletée de terre jetée sur lui. Il lisait les commentaires, des milliers, louant sa force, sa beauté, son inspiration. Il était le témoin en temps réel de la solidification de son mensonge et de l'effacement complet de sa vérité. Le monde l'aimait pour l'histoire qu'il lui avait donnée, et il n'y existait même pas. L'humiliation n'était plus un événement, c'était son pain quotidien, un gavage forcé de sa propre inexistence. L'atelier accumulait la poussière, la nourriture que des amis laissaient à la porte pourrissait. Il dépérissait dans l'obscurité, prisonnier volontaire d'un écran de 6 pouces, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Juste un homme creux, dans un studio silencieux, hanté par le fantôme de ses mains et la certitude qu'il n'était plus rien. C'est une douleur silencieuse et terrible, n'est-ce pas? Celle de devenir un fantôme dans la vie de la personne qu'on a le plus aimée. Je veux vous poser une question et je vous demande d'y répondre avec le cœur. Vous êtes-vous déjà senti complètement invisible pour quelqu'un pour qui vous avez sacrifié une partie de vous-même? Avez-vous déjà senti le goût amer de voir vos plus grands gestes d'amour non seulement ignorés, mais complètement effacés de l'histoire? Si ce sentiment de vide vous parle d'une manière ou d'une autre, si vous comprenez ce que c'est que d'être transformé en rien, commentez simplement « Je sais » juste en dessous, juste pour que je sache que vous êtes là. Pour chaque personne qui ressent cette douleur, il y a un moment où l'obscurité devient si absolue que la plus fine fente de lumière semble un miracle impossible. Pour Léo, sombrant dans son mausolée de poussière et de souvenirs,
Cette lumière n'arriva pas comme un ange, elle arriva sous la forme de coups secs et insistants sur la porte métallique de l'atelier. Il ignora. Les coups continuèrent, plus forts, obstinés. Il se recroquevilla dans son fauteuil, souhaitant disparaître. Puis le bruit d'une vieille serrure qu'on force, et la porte s'ouvrit en grinçant, inondant l'endroit de la lumière crue de l'après-midi. Debout sur le seuil, se découpant sur la clarté, se tenait une femme qu'il n'avait jamais vue. Elle n'était pas jeune, peut-être à la fin de la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants attachés en un chignon lâche et un visage creusé de rides qui ne semblait pas de tristesse, mais de détermination. Elle portait un pantalon de travail, et ses mains, qui tenaient une mallette en cuir usé, étaient fortes, avec des articulations noueuses. Elle était l'opposé de Chloé. Elle était réelle. « Léo Dubois ?» dit-elle, la voix ferme, sans détour. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Elle entra sans y être invitée, son regard pratique balayant le chaos de l'atelier, la poussière, les assiettes sales, pour finalement se poser sur lui. « Je m'appelle Clara Rousseau. Je suis kinésithérapeute. L'hôpital m'a appelé. Vous avez manqué vos 12 séances programmées. » Elle posa la mallette par terre avec un bruit sourd. « Apparemment, je vous ai trouvé. » Léo ne répondit pas. Il se contenta de la fixer de ses yeux vides, une hostilité passive émanant de lui. Il voulait qu'elle parte. Sa présence, si pleine de vie et de but, était une offense à sa misère. « Je n'ai pas besoin de vous, » murmura-t-il, les premiers mots qu'il prononçait depuis des semaines. Clara esquissa un demi-sourire sans humour. « Je sais que vous le pensez. Vous pensez que tout est fini parce que vos outils sont cassés. » Elle se dirigea vers la sculpture recouverte du drap et, sans cérémonie, arracha le tissu. La figure de marbre, la personnification de son angoisse, apparut dans la lumière. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-elle en montrant la sculpture. Léo hocha la tête à contre-cœur. « Faux !» dit Clara en se tournant vers lui. « Ce n'est pas vous. Ce sont vos mains, et maintenant qu'elles sont parties, vous pensez que l'artiste est parti avec. Quelle bêtise !» Il la foudroya du regard. Qui était cette femme pour envahir son deuil avec une telle arrogance? « Vous ne comprenez rien, cracha-t-il. « Bien sûr que non, rétorqua-t-elle en s'asseyant sur un tabouret en bois en face de lui. « Laissez-moi vous dire ce que je comprends. Mon père était horloger, le meilleur de la ville. Ses mains étaient la chose la plus précise que j'ai jamais vue. Il pouvait démonter et remonter des mécanismes minuscules, avec des engrenages de la taille d'un grain de sable, juste au toucher et avec une loupe. C'était sa vie, son identité. À 45 ans, une maladie dégénérative l'a rendu aveugle. En 6 mois, l'obscurité fut totale. » Elle fit une pause, les yeux fixés sur ceux de Léo. « Il a passé 1 an comme vous. Un fantôme dans sa propre maison, amer, brisé, disant que sa vie était finie. Un jour, ma mère, fatiguée de le voir mourir à petit feu, lui jeta une boîte avec les pièces d'une montre cassée sur les genoux et lui dit « Tes yeux sont morts, pas tes mains, débrouille-toi. » Il fut furieux, mais ensuite, il se mit à toucher les pièces, à les sentir, à les écouter. Il se mit à utiliser son ouïe, son toucher, sa mémoire. Il apprit à identifier chaque minuscule engrenage par son poids, sa texture, le son qu'il faisait en tombant sur la table. Cela prit 2 ans de frustration et d'échec. Mais un jour, je suis rentré à la maison et j'ai entendu un tic-tac. La montre fonctionnait. Mon père n'a plus jamais revu la lumière du jour, Léo, mais il a réparé des montres pendant encore 30 ans, jusqu'au jour de sa mort. Et le travail qu'il a fait, aveugle, était plus parfait qu'avant, parce qu'il était fait avec son âme, pas avec ses yeux. Le silence dans l'atelier était dense. Les mots de Clara flottaient dans l'air, désarmant la colère de Léo, laissant quelque chose de nouveau à sa place. Elle se leva et ouvrit sa mallette. De l'intérieur, elle sortit un grand bloc d'argile grise, humide, et le posa sur la table à côté de lui. « Votre père vous a appris à sculpter. Le mien m'a appris que ce qui définit un artisan, ce n'est pas l'outil qu'il utilise, mais la volonté indomptable de créer. Vos mains ne vous obéissent plus. Très bien. Utilisez vos poings, vos coudes,
Utilisez la rage qui vous consume de l'intérieur. Transformez ce deuil dégoûtant qui est le vôtre en quelque chose. Sentez ça, dit-elle en tapant sur l'argile. C'est vivant. Ça vous attend. Ou alors, restez assis là, à pourrir dans cette poussière, à vous apitoyer sur votre sort. Le choix vous appartient. Elle referma sa mallette. Je reviens lundi et je ne travaille pas avec les morts. Clara se retourna et sortit, laissant la porte ouverte. La lumière du soleil entrait, éclairant le bloc d'argile. Léo le regarda, puis ses mains inutiles. Et pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose. Ce n'était pas de l'espoir. C'était de la fureur. Une fureur pure, primitive, qui monta dans sa poitrine. Lentement, avec un effort qui sembla déplacer une montagne, il se pencha en avant. Le geste de se pencher en avant consuma toute l'énergie qui lui restait. Pendant un long moment, Léo se contenta de fixer le bloc d'argile gris. Il n'y voyait pas une opportunité. Il y voyait une insulte, un rappel de son impuissance. La rage que Clara avait réveillée bouillonnait en lui, un poison sans issue. Alors, il fit la seule chose que son corps lui permettait. Avec un rugissement guttural, il se projeta en avant, frappant l'argile non pas avec ses mains, mais avec la masse de bandage de son avant-bras. Il la frappa encore et encore, une fureur aveugle et primitive prenant le dessus. Il cogna, poussa, déchira le matériau mou avec une violence qu'il ne se connaissait pas. Ce n'était pas un acte de création, c'était un acte de destruction. La sueur coulait sur son visage, se mêlant à des larmes de rage. Quand il s'arrêta enfin, épuisé, haletant, l'argile était une masse informe, torturée, pleine des marques de sa douleur. C'était laid, c'était brutal. Mais, pour la première fois depuis des mois, c'était quelque chose qu'il avait fait. Quand Clara revint le lundi, elle le trouva endormi dans le fauteuil, à côté de la masse d'argile mutilée. Elle ne dit pas un mot. Elle se contenta d'observer la scène. Son regard pratique, évaluant la destruction. « Bien !» dit-elle finalement, et le son de sa voix le réveilla. « La colère est un excellent carburant. Ça dépense beaucoup d'énergie. Maintenant, nous allons apprendre à la transformer en véritable force. » Et c'est ainsi que commença la transformation lente et brutale. Le travail avec Clara était à l'opposé de la compassion. C'était une discipline militaire. Elle le forçait à faire des exercices qui semblaient médiévaux. Il devait étirer le tissu cicatriciel de ses mains jusqu'à la limite de la douleur, jusqu'à ce qu'il sente que la peau allait se déchirer. Il devait essayer d'attraper de petites balles en caoutchouc qui tombaient toujours, lui rappelant son inaptitude. La sueur perlait sur son front, la frustration le faisait trembler, mais Clara était implacable. « Encore !» ordonnait-elle, la voix sans émotion. « Votre cerveau a oublié le chemin vers vos mains. Nous devons construire une nouvelle route. Et les routes ne se construisent pas avec la pitié. Elles se construisent avec le travail. » Il y eut des jours où l'obscurité revint avec toute sa force. Un après-midi, après avoir passé 1 heure à essayer, sans succès, de boutonner sa propre chemise, il explosa. Il lança l'une des balles en caoutchouc contre le mur de toutes ses forces. « Ça ne sert à rien !» lui cria-t-il, la voix étranglée par le désespoir. « C'est une blague. Je ne pourrai plus jamais tenir correctement une fourchette, et encore moins un ciseau. Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille dans ma misère ?» Clara ne fut pas ébranlée. Elle se contenta de ramasser la balle par terre et de la poser devant lui. « Mon père a dit ça aussi. Il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de vivre dans un monde sans lumière. Mais il n'est pas mort. Il a appris à utiliser l'obscurité. Vous n'êtes pas spécial, Léo. Votre douleur n'est pas unique. La seule chose qui vous différencie des autres, c'est ce que vous allez en faire. Maintenant, prenez la balle. Encore. » Et lui, vaincu par son entêtement, obéit. Le tournant ne vint pas d'un succès en kinésithérapie. Il vint d'un moment de pure clarté au milieu du désespoir. Une nuit, insomniaque, il était assis dans son atelier, fixant ses outils accrochés au mur. Il ressemblait à des reliques d'une civilisation perdue. Il ne les tiendrait plus jamais de la même manière. La vérité le frappa avec une simplicité brutale. Il essayait de réparer ses mains pour qu'elles puissent à nouveau utiliser les anciens outils. Le chemin était erroné.
Il devait créer de nouveaux outils pour les mains qu'il avait maintenant. L'idée l'électrisa. Pour la première fois, ce n'était pas un souvenir du passé qui le faisait avancer, mais une possibilité d'avenir. Avec difficulté, il attacha un crayon à sa main avec du ruban adhésif et commença à griffonner dans un carnet. Ses traits étaient enfantins, tremblants, mais l'esprit derrière eux était celui d'un maître artisan. Il dessina des supports en cuir, des attelles en métal, des systèmes de sangles et de boucles qui pourraient fixer fermement un ciseau ou une lime à son avant-bras, transformant tout son bras en outil. Il utilisa sa connaissance du poids, de l'équilibre et de la physique pour concevoir quelque chose qui lui rendrait son pouvoir. Il ne guérissait pas, il se réinventait. Cela prit des semaines. Il trouva un vieux sellier et un ferronnier, des artisans comme lui, qui regardèrent ses dessins non pas avec pitié, mais avec le respect d'un professionnel. Ils l'aidèrent à construire les prototypes. Et puis vint le jour du test. Il attacha la première attelle à son bras droit, une structure de cuir et d'acier avec un petit ciseau fermement fixé à l'extrémité. C'était lourd, maladroit. Il s'approcha d'un bloc de stéatite, le cœur battant à tout rompre. Il prit une profonde inspiration, bougeant non pas sa main mais son épaule, son torse, utilisant le poids de tout son corps. Le ciseau toucha la pierre. Tac! Un petit fragment blanc sauta. Il regarda la marque. Une ligne imparfaite, mais une ligne. Une marque faite par lui. Là, maintenant. Ce n'était pas la fluidité gracieuse d'avant, mais c'était le contrôle. C'était la création. À cet instant, dans le silence de son atelier, le son de son nouveau travail commença. Un rythme différent, plus lent, plus lourd. Le son d'un homme qui n'essayait plus de récupérer ce qu'il avait perdu, mais qui construisait quelque chose de nouveau avec ce qui lui restait. Les années qui suivirent l'arrivée de Clara ne furent pas des années de silence, mais d'un nouveau type de son. Le rythme lent et lourd du ciseau adapté de Léo devint la bande-son de sa résurrection. Il ne retrouva pas la dextérité de ses anciennes mains. À la place, il forgea un nouveau langage. La frustration face à la lenteur du travail de la pierre le poussa vers un nouveau médium. Lui, un homme de la matière, de la poussière et du poids, découvrit la lumière. Avec l'aide de Clara, qui vendit la montre en or de son père pour financer le premier ordinateur puissant de Léo, il plongea dans le monde de la modélisation 3D. Il passa des nuits blanches à apprendre, à échouer, à adapter les logiciels avec des dispositifs d'accessibilité qu'il créait lui-même. Il ne pouvait plus sentir la pierre, alors il apprit à sentir la forme numérique, l'espace virtuel, la texture des pixels. Et il découvrit le mapping vidéo, la capacité d'utiliser l'architecture du monde comme sa toile. Il devint un sculpteur de lumière, un artiste dont l'œuvre était aussi massive qu'un bâtiment et aussi éphémère qu'un instant. Il adopta un pseudonyme, Fantôme. C'était parfait. Il avait été un fantôme dans sa propre histoire, et maintenant il en serait un dans la ville. Ses œuvres commencèrent à apparaître sans préavis. Une nuit, le visage d'une vieille femme, chaque ride sculptée dans la lumière, apparaissait sur la façade d'une usine abandonnée, pleurant des larmes de néon qui coulaient le long du mur. La nuit suivante, une paire de mains géantes et squelettiques tentait de retenir la structure d'un pont, les doigts de lumière se défaisant au vent. C'étaient des interventions illégales, puissantes et d'une beauté envoûtante. La ville commença à en parler. Qui était Fantôme? Les médias le surnommèrent l'architecte de lumière. Ses apparitions devinrent des événements viraux, des chasses nocturnes pour les photographes et les curieux, tous voulant être témoins de la prochaine sculpture de lumière. L'ironie était brutale. Léo, qui avait été rendu invisible, était maintenant l'artiste anonyme le plus commenté du pays. La renommée de Fantôme grandit tellement que ce qui était subversif devint désiré. La mairie, dans une manœuvre de marketing culturel, lança une invitation publique conviant l'artiste mystérieux à créer une installation officielle pour l'anniversaire de la ville. Après une négociation menée par Clara par le biais d'emails anonymes, il accepta.
L'événement fut baptisé Fragment, une exposition d'une seule nuit sur la place principale, utilisant comme toile la façade de l'imposant théâtre municipal, un édifice néoclassique en pierre. La ville était en effervescence. La promesse d'une œuvre monumentale de l'artiste le plus énigmatique du moment était irrésistible. La nouvelle, bien sûr, parvint aux oreilles de Chloé. Sa carrière, au fil des ans, avait explosé. Elle n'était plus seulement une influenceuse. Elle était une marque. Elle avait sa propre émission d'interview en ligne, une ligne de produits de beauté et une équipe qui gérait chaque seconde de sa vie parfaitement organisée. Elle vivait dans un penthouse en verre surplombant la ville, un espace aussi blanc et impersonnel qu'une chambre d'hôpital de luxe. Quand son assistant lui présenta le sujet sur l'événement Fragment, elle leva à peine les yeux de son téléphone. « Fantôme, l'artiste de lumière, oui, je suis au courant. Viral, mystérieux, exclusif. » Elle sourit à son reflet. « C'est de l'or. Le public va adorer. Prépare l'équipe, je veux la meilleure caméra. On va diffuser en direct. Ce sera le plus gros engagement du trimestre. » Dans son esprit, Léo Dubois n'existait plus. Il avait été une marche sur laquelle elle avait posé le pied et qu'elle avait oublié, un chapitre de sa biographie qu'elle avait édité et supprimé avec succès. Le soir de l'événement, la place était impraticable. Une foule de milliers de personnes se bousculait, les visages levés en anticipation vers la façade en pierre du théâtre. Chloé était dans son élément, un cygne glissant à travers le chaos. Avec un micro à la main et un caméraman à sa suite, elle diffusait en direct. « Coucou mes amours, l'énergie ici est tout simplement indescriptible. La ville entière s'est arrêtée pour voir la magie de Fantôme opérer. À quelques pâtés de maison de là, dans une chambre d'hôtel avec la fenêtre ouverte sur la place, Léo observait tout sur une série de moniteurs. Il était calme. Ses doigts dansant sur la console de contrôle, les attelles en cuir sur ses bras semblant une extension naturelle de son corps. Clara était à ses côtés, tenant une tasse de thé, un sourire serein sur le visage. Le prédateur et la proie étaient sur le même échiquier, mais un seul d'entre eux connaissait les règles du jeu. À 9 heures précises, les lumières de la place s'éteignirent. Un « oh » collectif s'éleva de la foule. Le silence s'installa. Et puis, la lumière. Un unique faisceau blanc frappa le centre du théâtre et s'étendit, couvrant la façade de pierre de forme géométrique qui dansait dans une chorégraphie hypnotique. C'était magnifique. La foule soupira. Chloé narrait, en extase. C'est de la pure poésie visuelle. Une symphonie de lumière. Lentement, les formes commencèrent à s'agglomérer. Elles prirent la forme de 2 mains, fortes et détaillées, modelant un bloc de matière lumineuse. La foule devint silencieuse. Les mains travaillaient, puis le visage d'une femme éblouissante apparut, regardant les mains avec adoration. Et puis, la lumière changea. Elle devint orange, rouge, chaotique. Des flammes de lumière léchèrent la pierre. Une poutre de lumière tomba. Les mains se jetèrent contre elle, la poussant. La foule retint son souffle. Les mains de lumière commencèrent à brûler, à se désintégrer, à se briser en milliers de pixels, en fragments. Sur la place, le silence était total. Chloé cessa de parler. Son sourire professionnel se figea, le sang quittant son visage. La projection finale apparut, dévastatrice dans sa simplicité. L'image de 2 mains bandées, recréées en lumière, tenant un morceau de fusain qui dessinait une ligne tremblante, la ligne de vie. Puis, sous l'image, des lettres blanches et nettes furent sculptées dans la pierre par la lumière. Une œuvre de Léo Dubois, son nom, pas celui de Fantôme. Le nom de l'homme qu'elle avait essayé d'effacer. La projection se dissipa, plongeant la façade dans l'obscurité. Mais la vérité, maintenant, était gravée au fer rouge dans la mémoire de tous. Quand la dernière image de lumière se dissipa sur la façade en pierre du théâtre, le silence qui s'installa sur la place fut différent de tous les autres. Ce n'était pas un silence d'admiration, il était lourd, dense, chargé d'une révélation brutale. Des milliers de personnes qui, quelques minutes auparavant, étaient unies dans une expérience de beauté, étaient maintenant isolées dans leurs propres pensées.
essayant de digérer l'histoire dont elle venait d'être témoin, sans un seul mot. Ce silence dura peut-être 10 secondes, mais parut une éternité. Et puis, il fut brisé. Non par des applaudissements, mais par un murmure bas qui commença à l'avant et se propagea comme une vague à travers la foule. Des chuchotements. Léo Dubois, il a dit « Léo, l'histoire de l'incendie, je me souviens, mais ce n'était pas comme ça. » Les téléphones portables, qui étaient auparavant levés pour enregistrer l'art, s'inclinèrent maintenant vers le bas, les pouces tapant frénétiquement. Sculpteur Léo Dubois, incendie galerie. Chloé Fournier, fiancée sculpteur. La vérité, qui avait été projetée sur le bâtiment, était maintenant traquée, vérifiée et confirmée dans la paume de la main de chaque spectateur. L'art avait porté l'accusation, la technologie rendait le verdict. Et au centre de tout, Chloé. Son univers avait implosé en direct, devant un public de millions de personnes. Le sourire professionnel, figé sur son visage, commença à trembler au coin. Son caméraman, un jeune freelance, baissa instinctivement la caméra et murmura, paniqué, « Chloé, qu'est-ce que je fais ?» On est en direct, mais elle ne l'entendit pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran de son propre téléphone, qu'elle tenait d'une main tremblante. Elle assistait à sa propre ruine en temps réel. Le fil de commentaires de son direct, qui quelques secondes plus tôt était une cascade de cœurs, de compliments et d'émojis de feu, s'était transformé en un tribunal numérique, un lynchage de masse. Les mots apparaissaient plus vite qu'elle ne pouvait les lire, chacun une pierre lancée contre la fragile structure de verre de sa vie. Monstre, cancellé, je n'arrive pas à croire que j'ai pleuré pour toi. Elle a construit toute sa carrière sur son sacrifice. Léo, j'ai trouvé l'ancien article. Un artiste perd ses mains en sauvant sa fiancée. Mon Dieu, c'est vrai. Quel genre de personne fait ça? Ordure, fin de carrière. Elle essaya de parler, d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, pour se défendre, pour utiliser une de ces phrases toutes faites sur les récits et les perspectives. Mais aucun mot ne sortit. Un son étranglé, pathétique, fut tout ce qu'elle put produire. Son esprit, si doué pour créer du contenu, pour projeter une image, était en court-circuit. Il n'y avait pas de filtre pour cela. Il n'y avait pas de bon angle. La vérité était un gros plan laid et sans maquillage, et la caméra tournait. L'onde de choc s'étendit au-delà de la place à la vitesse de la lumière. Dans les rédactions des portails d'information, les rédacteurs en chef criaient des ordres. Les articles qui étaient prêts à être publiés, avec des titres comme « Fantôme enchante la ville avec un chef-d'œuvre de lumière », furent supprimés. À leur place, de nouveaux titres, cruels et sensationnalistes, étaient écrits à la hâte. La vérité choquante derrière l'artiste fantôme. Chloé Fournier, l'empire bâti sur un mensonge. Dans les bureaux des agences de publicité, la nuit de samedi fut interrompue par des appels téléphoniques frénétiques. Les chefs de marque, qui avaient investi des millions dans l'image résiliente et inspirante de Chloé, se précipitaient maintenant pour se distancier du désastre. Retirez la campagne de l'antenne, maintenant. Préparez un communiqué de presse, clause de moralité. Nous allons résilier le contrat. Les mêmes marques qui l'avaient célébrée comme une icône de la résilience la traitaient maintenant comme un déchet toxique. Ces amis du milieu, d'autres influenceurs et célébrités qui posaient avec elle lors d'événements, commencèrent la purge silencieuse, le désabonnement en masse. Les anciennes photos supprimées, les messages ignorés. En moins d'une heure, la vie qu'elle avait mis des années à construire méticuleusement fut démantelée en quelques clics. Elle était devenue radioactive. Pendant que le monde numérique brûlait, à quelques pâtés de maison de là, dans la chambre d'hôtel, l'atmosphère était d'un calme profond. Léo regarda sa dernière projection s'éteindre et, d'un mouvement lent et délibéré, éteignit l'équipement principal. Le bourdonnement des ordinateurs cessa. Le silence emplit la pièce. Il n'ouvrit pas une nouvelle fenêtre pour voir le fil de Chloé ou les actualités. Il s'en fichait. Le but n'avait jamais été la vengeance, mais la libération. Raconter sa propre histoire, avec sa propre voix, même si cette voix était faite de lumière et de silence.
Il avait besoin que le monde sache, non pas pour qu'il la déteste, mais pour qu'il puisse enfin cesser de se détester lui-même, pour que le fantôme qui le hantait puisse enfin avoir un nom. Clara, qui était restée silencieuse tout ce temps, posa simplement une main ferme sur son épaule. Ce n'était pas un geste de félicitation, mais de reconnaissance. La fin d'un voyage. Léo se détourna de l'attirail électronique et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la place, la foule agitée, puis la façade sombre du théâtre. Sa toile était à nouveau blanche. Il prit une profonde inspiration, l'air remplissant ses poumons sans le poids d'un secret, sans le goût d'une injustice. Il ne sourit pas. Le sentiment n'était pas de bonheur, c'était de paix, une paix vaste, vide et absolue. Il était libre. Le lendemain matin, le monde numérique était toujours en feu. Le nom de Chloé était le sujet le plus commenté, synonyme de fraude et de cruauté. Les gros titres hurlaient sa condamnation, les marques publiaient des notes de désaveu, et son image, autrefois omniprésente, était systématiquement effacée des campagnes et des sites web. Elle était, ironiquement, en train d'être effacée. Mais dans l'atelier de Léo, où lui et Clara étaient retournés avant l'aube, régnait une paix presque sacrée. La douce lumière du matin entrait par la verrière, et la poussière, qui pendant si longtemps avait semblé être la cendre de sa vie morte, dansait maintenant dans l'air comme des particules d'or, de possibilités. Clara lisait les nouvelles sur une tablette, l'expression neutre. « C'est fini pour elle », dit-elle simplement, sans lever les yeux. Léo, qui nettoyait un de ses nouveaux outils avec un chiffon, ne montra aucune réaction. Il n'y avait pas une once de triomphe dans sa poitrine, aucune satisfaction sombre à savoir sa ruine. La vérité, c'est qu'il pensait à peine à elle. Penser à elle, c'était comme essayer de se souvenir d'une vieille fièvre. On se souvient que ça a fait mal, que c'était terrible, mais on ne peut plus sentir la température sur la peau. L'obsession, la douleur, la haine, tout avait été dépensé dans la création de la veille. Il avait projeté sa souffrance hors de lui, et maintenant, l'espace qu'elle occupait était net, vide. « Comment te sens-tu » demanda Clara, le regardant enfin. Léo arrêta ce qu'il faisait et réfléchit à la question. Il regarda ses propres mains, les cicatrices qui cartographiaient son histoire, les attelles en cuir et en acier qui reposaient sur l'établi. « Vide » répondit-il, la voix calme. « Mais ce n'est pas un mauvais vide, c'est comme une chambre propre, c'est de l'espace. » Il se dirigea vers la fenêtre, observant la vie de la ville reprendre. « Pendant des années, j'ai cru que l'artiste, c'était moi, mais que l'art était dans mes mains. Quand je les ai perdus, j'ai cru à sa sentence, à la sentence du monde. J'ai cru que j'étais une enveloppe brisée, un outil défectueux qui ne servait plus à rien. J'ai passé tout ce temps à pleurer, non pas pour moi, mais pour mes mains, comme si elles étaient une entité séparée. » Il se tourna vers Clara, une profonde compréhension éclairant ses yeux. « Ce que vous m'avez fait comprendre, Clara, ce que votre père a compris, c'est que l'outil n'est qu'un canal, une méthode. La source de la création n'est pas au bout des doigts. Elle est là, dit-il en se touchant la tempe, puis la poitrine. La source, c'est la mémoire, c'est la douleur, c'est la volonté têtue de transformer le chaos en un certain ordre, même si c'est l'ordre d'une seule ligne sur une pierre. Le feu n'a pas détruit l'artiste. Il a détruit ma vieille méthode, mon confort. Il m'a forcé à creuser plus profond, à trouver une nouvelle voie dans un endroit où je pensais qu'il n'y avait que le silence. Il réalisa alors la leçon finale de ce parcours. La force de Chloé venait d'une image soigneusement construite, une forteresse d'apparence. Elle était imposante, mais creuse. Et il a suffi d'une seule pierre de vérité pour que tout s'effondre. Sa propre force, il le comprenait maintenant, était née de l'exact opposé. Elle était née de sa faiblesse, de sa fracture, de sa douleur, la plus honnête. Il n'a pas gagné parce qu'il était fort. Il a gagné parce qu'il a eu le courage d'être vulnérable, de transformer sa blessure la plus laide en son œuvre d'art la plus vraie. Avec cette pensée, il se dirigea vers le coin le plus poussiéreux de l'atelier, où la sculpture recouverte d'un drap l'attendait encore. L'œuvre qu'il avait créée pour le vernissage. Le symbole de son ancienne angoisse. Pendant des années, il avait évité ce coin
comme s'il était radioactif. Maintenant, sans hésiter, il saisit un coin du drap et le tira. La figure de marbre apparut, toujours tordue dans sa belle agonie. Il la regarda longuement, non pas avec douleur, mais avec une distance sereine, comme quelqu'un qui regarde une vieille photographie de lui-même. Cet homme, cette souffrance, ce n'était plus lui. D'un geste lent, il tendit le bras et toucha le visage froid de la statue avec la partie cicatrisée de sa main. Ce fut un contact d'adieu. Un adieu non pas à la douleur, mais à la version de lui-même qui s'était laissé définir par elle. Le cycle était bouclé. La poussière, tant celle du scandale que celle de l'atelier de Léo, retomba avec le temps, révélant un nouveau paysage, redessiné par la force de la vérité. Chloé Fournier disparut, pas de façon dramatique, avec une dernière tentative de se défendre, mais d'une manière bien plus définitive. Elle se dissolut. Son empire numérique, construit sur la fondation fragile de l'image, ne résista pas au tremblement de terre. Les marques l'abandonnèrent, les abonnés devinrent des détracteurs, et son nom devint une anecdote, une fable édifiante, murmurée dans les coulisses du monde numérique sur les dangers de la célébrité creuse. Des rumeurs dirent qu'elle avait déménagé dans un pays lointain, changé de nom, qu'elle vivait une vie anonyme et modeste, loin de toute caméra. Personne ne le sut avec certitude. Et avec le temps, plus personne ne s'en soucia. Pour quelqu'un qui avait vécu pour l'attention, l'insignifiance fut la plus juste des sentences. Elle ne fut pas annulée. Elle fut oubliée. Léo Dubois, en revanche, devint inoubliable. Mais il géra la renommée qui suivit l'événement Fragment selon ses propres termes. Il refusa les couvertures de magazines, les interviews sensationnalistes, les propositions de transformer son histoire en film. Il n'était pas intéressé à devenir un symbole de la résilience ou une célébrité. L'artiste qui avait été exposé au monde ne voulait plus être le centre de l'attention. Il continua à créer, n'acceptant que des commandes qui résonnaient avec son âme, des mémoriaux publics, des installations dans des hôpitaux, des œuvres qui parlaient de mémoire, de résilience et de la beauté que l'on trouve dans les imperfections. Avec l'argent et la reconnaissance qu'il gagna, il réalisa son ancien désir, mais d'une manière que l'ancien Léo n'aurait jamais pu imaginer. Il ne construisit pas une maison pour un amour, il construisit un foyer pour l'art. La fondation Fragment naquit dans un ancien complexe d'entrepôts qu'il acheta et rénova. C'était un centre de création artistique entièrement accessible, conçu de A à Z pour les artistes, en situation de handicap physique. Les établis avaient des hauteurs réglables. Les portes étaient larges et les outils étaient une collection impressionnante d'appareils adaptés, dont beaucoup conçus par Léo lui-même. L'endroit devint un refuge, un point de rencontre pour des créateurs qui, comme lui, s'étaient entendus dire par le monde qu'ils ne pouvaient plus créer. Là, ils le pouvaient. Un après-midi ensoleillé, des années plus tard, l'atelier principal de la fondation était baigné de lumière. Le son n'était plus celui d'un artiste unique, travaillant dans la solitude, mais une symphonie d'activité, le bourdonnement d'une scie adaptée, le son doux des pinceaux, des rires. Léo n'était pas sur un piédestal. Il était assis à côté d'une jeune femme en fauteuil roulant, qui regardait avec frustration l'écran devant elle. « Je n'arrive pas à obtenir le trait que je veux », dit-elle déçue. Mon bras prothétique n'a pas cette sensibilité. Léo ne dit rien. Il prit simplement un support en cuir et, avec la patience d'un moine, ajusta les sangles sur le bras de la jeune femme, changeant l'angle du pinceau de quelques millimètres. « N'essaie pas de contrôler avec le poignet, dit-il, la voix calme. Sens le mouvement venir de ton épaule, utilise le poids de ton corps, laisse l'intention guider l'outil et non l'inverse. » La jeune femme essaya de nouveau. Un trait fluide, fort et plein de couleurs apparut sur l'écran. Elle eut le souffle coupé, regardant sa propre création avec un étonnement émerveillé. Léo observa son visage s'illuminer et un sourire sincère, tranquille, naquit sur ses propres lèvres. Dans un coin, Clara buvait une tasse de thé, observant la scène. Leurs regards se croisèrent et ils partagèrent un moment de compréhension silencieuse. Son bonheur n'était plus dans l'œuvre qu'il créait,
mais dans la possibilité qu'il ouvrait aux autres. Les cicatrices sur ses mains étaient toujours là, visibles, mais elles ne faisaient plus mal. Elles faisaient simplement partie de la texture de ce qu'il était devenu, un homme qui avait appris que le véritable art n'est pas de modeler la pierre ou la lumière, mais d'aider une autre âme à trouver sa propre façon de briller. L'histoire de Léo nous enseigne que nos outils peuvent se briser, mais notre raison d'être, non. Si ce voyage, d'un homme qui a été effacé à un créateur qui a illuminé le monde, vous a touché d'une manière ou d'une autre, votre like est le signe le plus puissant qu'il vaut la peine de raconter des histoires sur la force de l'esprit humain. Et je veux vraiment savoir d'où vient votre force. Dites-moi ici, dans les commentaires, de quelle ville vous me regardez. Sérieusement, je lis tout avec la plus grande attention, et je m'efforce de répondre. Si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.